Salam alaikum. Bonjour chers confrères, bonjour chers consoeurs. Bienvenue parmi nous dans la 12e édition du congrès de MG Maroc. Alors aujourd'hui avec nous notre cher professeur Hind Serhan, pneumo-allergologue et professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine d'Agadir, qui va nous faire une présentation sur la lecture de la radiographie pulmonaire. Bienvenue professeur. Merci beaucoup, merci docteur, merci de m'avoir convié au congrès de médecine, le congrès national de médecine générale. Je suis vraiment très ravie et je suis très honorée de participer à ce congrès après deux années d'absence. Donc je qualifierais ce congrès du congrès de Selat Rahim. Après 2 années d'absence, on se retrouve, alhamdoulilah, on vous voit, on se retrouve en famille. Je suis vraiment très ravie et très émue de vous recevoir et d'avoir été intéressée justement par l'interprétation de la radiographie thoracique dans votre pratique quotidienne. Je vous remercie vivement je remercie tout le comité d'organisation pour la qualité. J'étais vraiment éblouie de voir la qualité de l'organisation du congrès. Je suis vraiment très fière et je suis vraiment très ravie de vous voir. Merci. Alors, je ne vais pas être trop longue. J'ai l'habitude de faire des topos, alors des présentations vraiment très interactives. On est en famille. On aimerait bien que l'atelier soit vraiment très instructif en matière de pratique quotidienne. J'aimerais bien que vous sortiez avec beaucoup d'informations et avec beaucoup d'éléments avec lesquels vous allez pouvoir pratiquer de façon... et ça va vous servir vraiment de façon très pratique dans l'activité de tous les jours. Donc, sans être trop longue, je vais introduire en disant que la technique d'imagerie, c'est une technique d'imagerie non invasive qui se base essentiellement sur les rayons X, utile dans le diagnostic de plusieurs états d'étiologie, je ne vous apprends rien bien sûr, qui atteignent aussi bien tous les éléments de la cage thoracique, les parties molles, l'os, les éléments du médiastin également, ainsi que le poumon, la plèvre et toute la conjoncture de la cage thoracique. Actuellement, elle fait partie de l'examen clinique. Alors nous, pneumologues, on ne peut pas travailler sans avoir une radiographie thoracique sous la main. C'est-à-dire, on ne peut terminer l'examen clinique sans avoir une radiographie thoracique. Ça fait vraiment partie de l'examen clinique et ce n'est plus un examen sophistiqué dans la pratique quotidienne, la radiographie thoracique. C'est un examen vraiment de tous les jours et ça doit faire partie de votre pratique quotidienne. Elle apporte vraiment beaucoup d'éléments essentiels, aussi bien pour le diagnostic et pour votre pratique de tous les jours. C'est une réalisation, vous savez tous, une réalisation vraiment très simple comme technique. Donc, comme vous le savez tous, vous avez la radiographie thoracique de face et vous avez la radiographie thoracique de profil. Donc pour la radiographie thoracique, la technique, vous la connaissez tous. Le patient doit se mettre face à la plaque, donc en position debout. L'incidence, elle est antéro-postérieure. Pour que ça soit de face stricte, bien évidemment, vous demandez au patient, alors le technicien demande au patient de faire une inspiration profonde et le noircissement, il doit être correct parce que je vais vous montrer que si le noircissement n'est pas correct, ça risque de donner de fausses interprétations et les omoplates, bien évidemment, doivent être bien dégagées pour ne pas les interpréter aussi à tort comme étant une anomalie. Les critères d'orientation, il y a 2 critères fiables et on ne cesse de le dire. Il y a la petite scissure à droite et la poche à air gastrique qui devrait contenir un niveau horizontal. Donc c'est les 2 seuls critères valides pour orienter un cliché thoracique. Alors les autres critères ne doivent pas être pris en compte. Sinon, on oriente la radiographie thoracique soit avec la clinique ou alors à défaut, on peut demander au technicien de faire une orientation d'emblée. Il vous montre le côté gauche, le côté droit, etc. Alors, la petite scissure, comme vous la voyez tous, je ne sais pas si la qualité de l'image est bonne, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, il y a des petites, justement, sur la radiographie thoracique. Excusez-moi, ça marche pas. Pointeur. À la lumière.
دوتو تفي عفاك تطلع تغيطلعهم كلشي معليش حيت كاينين دي راديو حيت لا طفينا الضو غيطفى ديال لاصال كاملين حتى لاصال اخرى Je suis vraiment désolée, il y a des... ما كنظنش غتكون كل ساعة. Je ne pense pas. Non. Bismillah. Alors, la petite scissure, vous la voyez, il peut y avoir des variants en fonction de la morphologie du cliché thoracique. Et du coup, généralement, la petite scissure, elle est visible sur l'hémithorax droit, pratiquement à ce niveau-là. Parfois, elle peut être ascensionnée. Donc, tout dépendra de la morphologie du thorax et du type aussi de la radiographie thoracique. Après, vous avez la poche à air gastrique. Alors, la poche à air gastrique, elle doit absolument contenir un niveau horizontal. Sinon, ce que vous voyez comme hyper clarté au niveau de la coupole diaphragmatique gauche, c'est généralement des ostrations coliques. Alors, la poche à air gastrique, elle doit vraiment contenir un niveau horizontal pour que vous puissiez orienter correctement votre cliché thoracique. Alors, oui. Oui, un seul critère est suffisant. Si vous trouvez la poche à air gastrique, vous l'avez déjà orientée. Si vous ne trouvez pas la petite scissure. À défaut, alors des fois l'examen clinique, il peut être aussi d'une aide vraiment extrême. Si vous avez un syndrome d'épanchement liquidien à droite, vous avez déjà votre cliché. Donc si vous demandez la radiographie thoracique, vous allez orienter l'opacité du côté droit. Un pneumothorax, la même chose. Donc la clinique aussi, elle peut être d'une aide vraiment extrême. Si vous ne trouverez pas les critères d'orientation. Alors l'orientation, elle peut être des fois, on peut avoir des pièges ou alors des éléments d'orientation faussement négatifs et qui peuvent porter à confusion. Là, c'est un patient qui était en position couchée. Donc, si on voit la silhouette cardiaque, elle est vraiment majorée. Le patient, il a aussi une opacité en basithoracique droite et une opacité basithoracique gauche aussi, en rapport probablement avec une pleurésie enquistée. Il était hospitalisé, il était vraiment fatigué. On ne pouvait pas faire le cliché thoracique en position debout. Après avoir eu le nettoyage thoracique, quand on a refait le cliché thoracique, il n'y avait pas de cardiomégalie, c'était juste une majoration de la silhouette cardiaque parce que le patient il était en position couchée. D'où l'intérêt d'avoir toujours, si vous demandez, si vous doutez, vous demandez au patient est-ce qu'il avait réalisé le cliché thoracique vraiment en position couchée ou alors en position debout, ou alors comme ce que vous voyez sur le cliché, vous avez déjà le technicien Dajazir Berher qui a déjà mentionné que le cliché a été fait en position couchée. Là, c'est des pièges. Alors les critères de qualité. Là, c'est-à-dire si vous arrivez, c'est le contraire peut-être, c'est l'inverse. D'abord, de base, il doit être. De base, ça se connaît en position debout. Alors, il faut juste, le problème, c'est que le médiastin, il serait majoré en position couchée. Donc, vous risquez d'interpréter un élargissement médiastinal ou là, une majoration de la silhouette cardiaque comme étant une cardiomégalie. C'est le piège qu'il faut éviter si la radio thoracique est réalisée en position couchée. Le problème se pose quand le patient fait ou la réalise le cliché thoracique en position couchée et vous ne le savez pas. C'est-à-dire que vous avez envoyé le patient faire un cliché thoracique. De base, il est supposé être face à la plaque. Il devrait réaliser le cliché thoracique en position debout. Ou il n'arrive pas à se mettre en position debout. Il l'a réalisé en position couchée. Vous interprétez la silhouette cardiaque comme étant une cardiomégalie. C'est le piège. Donc là, regardez, là, si on veut interpréter le rapport cardiothoracique, vous allez trouver une cardiomégalie, vous allez interpréter comme étant une cardiomégalie. Par contre,
Mnin Mabrash dyspnéique, il peut se mettre en position debout, et quand on a refait le cliché thoracique, on avait trouvé une silhouette cardiaque qui était normale. C'est ça le piège. Alors, les critères de qualité pour pouvoir interpréter un cliché thoracique, il faudra dénombrer un certain nombre de critères de qualité avec lesquels vous pouvez juger que votre cliché il est de bonne qualité, de mauvaise qualité ou alors de qualité interprétable quand même, il reste interprétable. Donc la symétrie, elle consiste en quoi? C'est l'équidistance entre les extrémités internes des deux clavicules pour dire que le cliché est symétrique. Les cul-de-sac, ils doivent être pris. Pourquoi? Parce que vous risquez de passer à côté d'un émoussement du cul-de-sac ou alors une opacité au niveau du cul-de-sac ou alors une anomalie au niveau du cul-de-sac. Donc généralement, les deux cul-de-sac, ils doivent être contenus dans le cliché thoracique. La pénétrance, c'est-à-dire vous allez devoir visualiser les vertèbres supracardiaques, les vertèbres derrière le cœur ou rétrocardiaques devraient être à peine visibles et les sous-cardiaques ne doivent pas être visibles. Si vous arrivez à voir tout le rachis, le long du rachis dorsal sur le cliché, c'est que la pénétrance elle n'est pas correcte, ça veut dire qu'il y a le noircissement n'est pas bon et vous risquez d'interpréter des opacités ou alors des clartés comme étant des anomalies juste parce que la pénétrance ou alors la transparence n'est pas bonne. Il doit être en inspiration profonde, ça veut dire que le 6e arc de côte, il doit traverser ou alors il doit couper la coupole diaphragmatique au milieu. Il doit être en position debout stricte. C'est pour ça que je vous ai dit et j'ai insisté à ce que la coupole diaphragmatique doit contenir un niveau horizontal, pour que vous jugez que le patient il a réalisé le cliché en position debout. Le dégagement des omoplates pour que vous ne preniez pas les omoplates ou alors les opacités de l'omoplate comme étant des opacités anormales. Et bien évidemment, le dégagement des apex, c'est très important. Vous devriez avoir 2 espaces intercostaux au-dessus des 2 clavicules pour ne pas interpréter à tort une opacité ou alors le fait que les apex soient dégagés, vous risquez de passer à côté d'une opacité apicale. Voilà. Donc voilà, là c'est les critères de qualité résumés sur un cliché thoracique de bonne qualité, enfin pas de bonne qualité, mais je dirais que je vous montrerai les critères de qualité. Alors là, regardez, les bords internes des 2 clavicules, ils doivent être à mi-distance par rapport à l'apophyse, à la ligne qui unit les apophyses épineuses. Alors, il doit être pris en position debout. Donc, la coupole diaphragmatique doit contenir, la pochère gastrique doit contenir un niveau horizontal. Vous le voyez en bas vers la droite. Il doit être pris en inspiration forcée. Vous devriez compter 6 arcs antérieurs de côte. 1. Alors, c'est les points qui sont représentés en rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e doit couper la coupole diaphragmatique en son centre. Vous devriez avoir les cul-de-sac, donc doivent être pris au sein du cliché. Les apex, ils doivent être bien dégagés. Vous devriez visualiser 2 espaces intercostaux au-dessus des 2 clavicules et les omoplates doivent être bien dégagés. Alors, sur le cliché de face, donc là, regardez la symétrie. Là, c'est un cliché qui est vraiment bien symétrique. Ça veut dire que la ligne qui unit les apophyses épineuses, elle est vraiment située à mi-distance par rapport aux deux bords internes des 2 clavicules. Et là, on peut dire que c'est un cliché qui est vraiment symétrique. On ne peut pas interpréter à tort une opacité. Pardon. Voilà. Alors là, c'est un cliché qui n'est pas symétrique. Regardez les pièges. Alors ça, là, vous risquez, regardez, si vous voyez à droite, vous risquez d'interpréter cette opacité latérotrachéale droite et cette opacité à projection hilaire gauche comme étant des anomalies. Alors là, regardez, si vous voyez du côté de la trachée, regardez, la trachée, elle n'est pas en place. Voilà. Vous voyez la trachée? Alors, comme la trachée elle est déviée vers le côté droit, vous risquez d'interpréter cette opacité latérotrachéale droite comme étant une opacité anormale. Alors que là, c'est juste la symétrie qui n'est pas respectée du cliché. Pareil pour... Pardon ?
C'est normal, c'est juste parce que le cliché n'est pas symétrique. Parce que là, vous avez un cliché qui n'est pas symétrique, donc vous allez la tracer avec tous les éléments qui vont avec, qui seront refoulés du côté, et donc vous risquez d'interpréter comme étant une opacité anormale, alors que là, c'est des structures anatomiques qui sont normales. Alors pareil pour le il, vous avez une opacité. Alors ces éléments-là sont juste dus c'est-à-dire un élément ou alors un critère de qualité qui n'est pas bien respecté. C'est pour ça que toujours on insiste à ce que les critères de qualité d'un cliché thoracique soient respectés pour ne pas interpréter à tort une opacité normale comme étant une opacité anormale. Et là, c'est un exemple type d'opacité qui risque d'être interprétée comme étant une opacité anormale. Alors, regardez, alors je vous ai parlé aussi des omoplates qui doivent être bien dégagées. Alors là, regardez, les omoplates, ils empiètent sur le cliché ou alors sur l'hémithorax gauche, et donc vous risquez d'interpréter l'opacité de l'omoplate comme étant une opacité anormale. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Vous arrivez? Pardon? Alors l'omoplate, c'est ça, c'est cette opacité. Excusez-moi parce que alors regardez là, c'est la transparence du poumon, là c'est noir. Là, ce n'est pas totalement noir. Vous arrivez à voir quand même que c'est opaque, c'est blanc, c'est pas bien transparent. Alors là, c'est juste l'omoplate qui empiète sur le cliché thoracique. Et donc, vous risquez d'interpréter comme étant une opacité anormale, une opacité axillaire anormale, alors que c'est juste dû aux omoplates qui ne sont pas bien dégagées. C'est pour ça qu'on insiste sur les critères de qualité. Ça peut vous sembler difficile, mais ça, avec la pratique, vous allez pouvoir identifier ça rapidement. Alors, les cul-de-sac, regardez. Alors là, c'est un cliché qui ampute les cul-de-sac. Si jamais vous avez une opacité au sein des cul-de-sac, vous n'allez pas pouvoir l'identifier sur le cliché. C'est sûr. Alors, les apex. Je vous ai dit que les apex, ils doivent être, et vous devriez visualiser deux espaces intercostaux au-dessus des deux clavicules. Alors là, regardez. Là, vous n'arrivez pas à voir sur le cliché de droite. Vous n'arrivez pas à voir les apex. Donc, si vous êtes face à un patient, je dis l'exemple d'un patient grand fumeur, qui présente par exemple une tumeur de l'apex, vous risquez de passer à côté, surtout si vous avez des signes de compression médiastinale. Voilà. Alors, quelques pièges. Je vous montre aussi quelques pièges sur la radiographie thoracique. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est une silhouette cardiaque qui est majorée tout simplement parce que ça a été pris en position couchée. Les clavicules sont hautes, situées et sont horizontales. Les omoplates qui empiétinent sur les deux hémithorax droit et gauche et que vous risquez d'interpréter comme étant de fausses ou alors de fausses opacités. Les cul-de-sac qui ne sont pas bien pris. Quand on a repris le cliché thoracique et qu'on a insisté à ce que le cliché soit réalisé de façon correcte, tous ces pièges-là, ils ont complètement disparu. Là, la silhouette cardiaque n'est pas majorée. Il n'y a pas d'opacité au sein des deux apex. Les omoplates n'empiétinent plus sur le cliché thoracique. Et vous avez les cul-de-sac qui sont pris. Alors, vous arrivez à suivre? En position couchée. Alors généralement, quand le patient ne peut pas se mettre en position debout, on peut faire un cliché en position couchée. Alors on peut faire, mais il faut juste le mentionner, comme je vous ai expliqué, pour ne pas interpréter à tort une majoration de la silhouette cardiaque comme étant une cardiomégalie, ou alors un élargissement médiastinal, tout simplement. Alors, je vais vous les montrer sur l'autre cliché. Voilà, regardez. Alors là, sur la radiographie à gauche, sur la radiographie de gauche, vous avez deux espaces intercostaux au-dessus des clavicules. C'est normal. Alors, à droite, non. C'est un cliché en hyperlordose. Vous risquez de passer à côté d'une opacité apicale.
Oui. Oui. Bien sûr. Alors, l'inspiration profonde, justement, c'est pour... oui. C'est pour justement dégager les apex aussi, et pour que c'est-à-dire pour que vous arrivez à voir toute la silhouette pulmonaire. Qu'est-ce qui est normal? Finir. Elle dit, celle-là. Alors, à votre avis, après. Alors, oui, on peut interpréter justement. Là c'est vous avez parfaitement raison. Alors, sur le cliché de gauche, vous avez des pièges. Alors, quand on a réalisé le cliché et on a évité les pièges, quelles sont les anomalies que vous arrivez à identifier sur le deuxième cliché? Pardon, emphysème. Pourquoi vous avez dit emphysème? Oui, oui, oui. Avec l'angine. Est-ce que le fait qu'il soit l'angine, ça peut vous témoigner d'un emphysème? Alors, qu'est-ce qui peut témoigner? Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui vous a fait évoquer un emphysème chez ce patient? C'est pas horizontal. Hein? Alors, quelle hyperclarté des deux poumons? Alors, pour dire hyperclarté, il faut vérifier le noircissement, il faut vérifier les transparences. Et pour vérifier les transparences, Hassan Choufou le rachis. Alors là, regardez, c'est un rachis qui n'apparaît pas, donc le noircissement n'est pas correct. Donc, on risque d'interpréter comme étant hyperclair. Qu'est-ce qui vous fait évoquer un emphysème chez ce patient? C'est l'expérience. Vous avez certainement soupçonné de l'emphysème chez ce patient avec votre expérience cumulée, certainement, mais de façon objective, qu'est-ce qui vous fait? Oui, c'est un critère, l'aplatissement des coupoles diaphragmatiques. Ça témoigne de quoi? De la distension thoracique. Vous avez des poumons qui sont remplis d'air, qui risquent justement d'abaisser les coupoles diaphragmatiques ou alors de les rendre, comment on appelle, Dr Imzil, les coupoles festonnées. Ah? Là c'est quand même des coupoles qui sont abaissées. Alors, si vous remarquez la coupole droite, ça va la coupole gauche. Donc, ça peut témoigner justement d'une distension thoracique chez les deux patients. Mais qu'est-ce qui vous fait évoquer l'emphysème chez ce patient? Ah? Le piégeage d'air, quand est-ce que vous allez le voir? Sur le cliché thoracique. Si vous avez vraiment des poumons qui sont très noirs, qui sont remplis d'air, effectivement, mais là, la transparence n'est pas bonne. Qu'est-ce qui vous fait évoquer de l'emphysème chez ce patient? Ah? Bravo, docteur Sim. Exactement, c'est l'aspect du cœur. Parce que là, quand vous avez des poumons vraiment qui sont très distendus, qui sont remplis d'air, ils risquent de comprimer le cœur et de le rendre sous forme de petit cœur ou alors ce qu'on appelle l'aspect de corps en goutte. C'est ça ce qui peut témoigner justement de l'emphysème chez ce patient. Après, vous avez aussi un petit émoussement du cul-de-sac à droite. Alors, et là, malheureusement, nous n'avons pas le cul-de-sac gauche, il n'est pas pris. Alors, si vous avez un aspect d'émoussement des deux cul-de-sac, qu'est-ce qu'on peut soupçonner chez ce patient qui est déjà arrivé avec une distension thoracique manifeste, avec un aspect de cœur en goutte? Qu'est-ce que ça peut témoigner de quoi? Bravo, un CPC, tout simplement. Donc, il va falloir qu'on voit est-ce qu'il n'a pas d'émoussement du cul-de-sac qui peut éventuellement témoigner d'un CPC, d'un patient qui est déjà arrivé au stade d'hypertension pulmonaire. Voilà. Alors là, c'est un cliché. Vous avez parlé justement d'un cliché qui est pris en inspiration. C'est un cliché qui n'est pas pris suffisamment en inspiration. Et si vous remarquez sur le cliché de gauche, vous avez des opacités en basithoracique bilatérale. C'est dû tout simplement au cliché qui n'est pas pris en inspiration. Alors sur le cliché
suivant, le patient a réalisé une bonne inspiration, vous avez les opacités en basie thoracique bilatérale qui ont complètement disparu. Vous l'avez remarqué? Je passe. Donc, c'est ça l'intérêt justement de l'inspiration, pour dégager et pour pouvoir visualiser toute la silhouette pulmonaire. Voilà. Alors, pour interpréter, d'abord, il va falloir qu'on connaisse l'aspect normal d'un cliché thoracique de face. Donc, pour interpréter, on part toujours d'une façon centripète, c'est-à-dire il va falloir analyser les parties molles, la charpente osseuse, très important, le diaphragme, notamment les deux coupoles qui peuvent nous renseigner énormément, la plèvre, les scissures, le parenchyme pulmonaire, les deux îles, bien évidemment, les contours médiastinaux et la trachée. Alors, pour étudier le contenu, il va falloir analyser les parties molles, le squelette, et dans le squelette, il y a les épaules, il y a les côtes, il y a le rachis, donc tout ça devrait être interprété, le diaphragme et la plèvre. Alors, les parties molles, là, cet ombre-là, ça témoigne des muscles sternoclédomastoïdiens, les creux sus-claviculaires, ici, les lignes axillaires, là c'est la région axillaire. Après, vous avez les glandes mammaires et il faut se méfier, des fois on risque d'interpréter aussi les ombres mammaires comme étant des opacités anormales. Alors, la charpente osseuse, vous avez les deux clavicules à droite et à gauche, vous avez le rachis dorsal pratiquement de la vertèbre C6 jusqu'à tout le vertèbre dorsal qui est visualisé. Après, vous avez les deux dernières vertèbres cervicales et puis les deux premières vertèbres lombaires. Vous avez aussi les arcs costaux, les arcs antérieurs et les arcs postérieurs. Donc les arcs antérieurs sont visualisés sur l'hémithorax gauche et les arcs postérieurs sont visualisés sur l'hémithorax droit. Donc les arcs postérieurs sont plus ou moins horizontalisés par rapport aux arcs antérieurs visibles sur le cliché thoracique. Le diaphragme, généralement la coupole droite elle est ascensionnée par rapport à la coupole gauche. S'il y a une ascension de la coupole gauche, ça peut témoigner d'une anomalie. S'ils sont au même niveau aussi, ça peut témoigner d'une anomalie. Donc l'analyse aussi des coupoles diaphragmatiques, c'est très important. La région axillaire, c'est ce qui représente... Non, non. Il n'y a pas de chiffre parce qu'il y a beaucoup de variantes anatomiques et il n'y a pas de chiffre, non. C'est juste la coupole diaphragmatique, théoriquement, elle devrait être ascensionnée par rapport à la coupole gauche. Alors, s'ils sont au même niveau, on dit que c'est normal. Si la coupole elle est ascensionnée gauche, elle est ascensionnée, on dit que c'est normal, etc. Si elles sont toutes les deux aplaties, ça témoigne d'emphysème, donc il n'y a pas de chiffre exact. Oui, alors du moment qu'il y a distension thoracique, ou alors le patient il fait de l'effort pour qu'il puisse faire de l'inspiration, ça risque d'être interprété, d'être horizontal, surtout dans la crise. En dehors de la crise, vous pouvez trouver un cliché thoracique normal chez un patient asthmatique. Elle est festonnée, elle témoigne de la BPCO. Là, une coupole festonnée, c'est la BPCO. Alors, ça dépend. Sur ce cliché-là, alors sur le cliché de gauche, c'est les postérieurs. Sur le cliché de droite, c'est les deux. Alors, hado antérieur. Hado antérieur. Alors, hado, les postérieurs. Alors, l'étude du contenu aussi, les champs pulmonaires et les scissures, le médiastin, on interprète aussi des anomalies du médiastin, un élargissement du médiastin, des opacités à projection hilaire bilatérale, une anomalie du cœur, soit un grand cœur, soit un petit cœur, soit à l'aspect du cœur, un aspect de cœur en goutte qui témoigne de la BPCO, un cœur en carafe qui peut témoigner d'une péricardite, un épanchement péricardique, etc. Voilà.
Donc là, de façon globale, les éléments anatomiques que l'on peut visualiser sur un cliché thoracique. Vous avez là, ce qui est à droite, alors l'anomalie que vous avez visualisée tout à l'heure, elle correspondait à la veine cave supérieure qui vient à droite de la trachée. Alors si la trachée elle est déviée un peu plus vers le côté droit, vous risquez d'interpréter ça comme étant une anomalie. Alors regardez, là vous avez la veine cave à droite, latérotrachéale droite, vous avez le bouton aortique, j'arrive pas. Alors vous avez le bouton aortique, vous avez l'artère pulmonaire aussi qui n'est pas normalement elle n'est pas visible sauf si elle est dilatée. À droite vous avez l'artère pulmonaire gauche. Donc si vous avez un arc moyen du cœur qui est bombé ou alors qui est concave, ça peut témoigner d'une artère pulmonaire dilatée. Alors de même que sur la droite, vous avez l'artère pulmonaire qui vient en latérocardiaque droite. Donc si vous avez une opacité qui dépasse 16 mm, c'est que vous avez une artère pulmonaire qui est dilatée. Et donc ça peut témoigner éventuellement d'une hypertension pulmonaire. Alors ça, parfois vous devriez le chercher. Si vous êtes face, par exemple, à un patient, c'est pour ça que la clinique elle est primordiale pour pouvoir interpréter un cliché thoracique. Si vous avez un patient BPCO qui présente des signes d'insuffisance cardiaque, sur le cliché thoracique, il va falloir aussi les chercher. Il va falloir chercher un arc moyen gauche qui est convexe. Il va falloir chercher une opacité latérocardiaque droite qui dépasse les 16 mm et qui peut témoigner d'une hypertension pulmonaire. Il va falloir mesurer l'index cardio-thoracique. Il va falloir chercher des opacités arciformes qui peuvent témoigner justement de bulles d'emphysème. Donc tout ça, si vous n'arrivez pas à l'identifier d'emblée, vous revenez toujours à la clinique et vous pouvez rechercher. Hein. C'est pour ça qu'on dit toujours que les éléments positifs ou alors les éléments négatifs ont une valeur d'orientation aussi importante que les éléments positifs. Ça veut dire si je cherche et je ne trouve pas sur le cliché thoracique, ça veut dire que ça n'existe pas. Et donc je peux toujours raisonner en corrélation avec les données cliniques dont je dispose. Voilà, donc de façon anatomique, alors sur le cliché, ça vous n'allez pas pouvoir visualiser, mais généralement les éléments que vous allez pouvoir visualiser, c'est la grande scissure, le bouton aortique, l'artère, l'ambre de l'artère pulmonaire gauche, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, pardon, l'arc inférieur gauche du cœur aussi, l'artère pulmonaire droite, vous allez pouvoir identifier, la poche à air gastrique qui contient un niveau horizontal à gauche, les deux diaphragmes et bien sûr la charpente osseuse aussi, elle est très importante à interpréter. Voilà, donc sur le plan, là, c'était un schéma qui identifiait tous les éléments anatomiques qui existent, bien sûr, au niveau de la cage thoracique. Alors, sur le cliché thoracique, comment vous allez les visualiser? Vous allez les visualiser de cette... Alors, l'opacité latérocardiaque droite que vous voyez sur le cliché de gauche, elle peut correspondre à quoi? Oui. Mais, mais ça peut correspondre au vaisseau, ça peut correspondre à quoi d'autre? Les branches aussi. Alors des fois, on n'a pas, c'est pas facile de faire parce que les branches, quand ils contiennent des sécrétions, elles peuvent apparaître aussi blanches sur le cliché sous forme d'opacité. Et les vaisseaux qui contiennent bien sûr du sang peuvent apparaître aussi blanches. Donc c'est pas toujours facile d'identifier ou alors de faire la distinction entre une branche et des vaisseaux. Pardon? Oui, la clinique. Alors, si vous avez un patient qui arrive avec des œdèmes des membres inférieurs, avec un soulèvement infundibulopulmonaire, et vous allez penser, justement, oui. Si vous avez un patient qui vient avec une toux grasse, hyperproduite, vous allez penser à un syndrome. Mais même sur le plan radiologique, vous allez pouvoir savoir comment les identifier. Voilà. Alors, les lignes médiastinales aussi, c'est très important. Alors, vous avez la ligne para-artérielle gauche qui est représentée avec le numéro 1.
les lignes médiastinales postérieures aussi qui sont représentées. Alors là, les schémas que je vous montre, c'est juste des schémas théoriques avec lesquels vous allez pouvoir faire la correspondance sur le cliché thoracique. Ce n'est pas toujours évident, je ne veux pas vous compliquer la vie, mais juste pour que vous ayez la représentation anatomique dans votre tête. Mais c'est avec les syndromes radiologiques et bien sûr la pratique que vous allez pouvoir interpréter facilement et ne pas prendre à tort une opacité normale comme étant une opacité anormale. Vous avez la ligne paraveineuse supérieure droite qui est représentée avec le numéro 3, la ligne para-azygose, la ligne médiastinale antérieure, la ligne para-aortique représentée. Alors, ce que j'ai représenté ou alors ce que j'ai souligné, c'est les lignes que vous allez pouvoir identifier facilement sur le cliché thoracique. Le bouton aortique, c'est facile de repérer sur le cliché thoracique. Yakolala. Les lignes paravertébrales droite et gauche aussi, c'est difficile. Si vous avez une opacité latérocardiaque droite ou latérocardiaque gauche, c'est facile à repérer quand vous avez une déviation des lignes paravertébrales de part et d'autre. La ligne para-œsophagienne aussi et la ligne paratrachiale droite. Si vous avez une déviation de ces lignes-là, ils sont facilement repérables sur le cliché thoracique par opposition aux autres lignes que j'ai déjà représentées. Alors au total, l'analyse se fait d'une manière spiralée, c'est-à-dire en allant du centre vers la périphérie. Donc, chose sur laquelle je vais insister est de vérifier toujours le nom et le prénom du patient. Ça nous arrive de faire des erreurs, des fois avec les dossiers des malades, ça nous arrive de mélanger les radiographies thoraciques où là, vous êtes en consultation, vous déposez le cliché de ce malade, ou alors les papiers ديال هذاك المريض خرج يدير شي حاجة en attendant vous recevez un autre malade, vous risquez il faut toujours vérifier l'identité sur le cliché. Alors, les critères de qualité, c'est très important pour ne pas prendre à tort une opacité normale comme étant une anomalie. L'étude du contenu, les parties molles, si vous avez de l'emphysème, vous allez pouvoir, c'est une anomalie de l'emphysème sous-cutané. Vous avez fait un patient pour lequel, ou alors un patient qui se présente pour une crise d'asthme, ou alors pour une BPCO, il a de l'emphysème sous-cutané, vous arrivez à l'identifier rapidement comme étant une anomalie des parties molles au niveau des creusus claviculaires sur le cliché thoracique. C'est facile à identifier. Le squelette aussi, donc les vertèbres, les deux omoplates, les clavicules, la charpente osseuse de façon, entièrement, les diaphragmes aussi et leurs zones de réflexion, l'étude du contenu, les champs pulmonaires, les scissures, le médiastin, le cœur, la trachée, les îles, la carène, etc. On doit arrêter. Non. Oui, malheureusement, on est au cours de temps, professeur, et on doit arrêter, il ne reste plus beaucoup de temps. Excusez-moi de vous interrompre. Ouais. On est malheureusement à court de temps et on a d'autres workshops juste qui doivent commencer à 10h20. Ouais. Donc, combien de temps il vous faut? Tout ce que je vous demande est courté. Pour on passe à d'autres workshops. Merci beaucoup. Qu'on passe aux interprétations des clichés, justement. Ah, c'est ça. Mais elle me dit, le vif du sujet, mais elle. Alors, le signe de la silhouette. Là, regardez, vous avez, je vais faire vite, mais tout en étant vraiment très, très, très pratique, et je vous montre vraiment les anomalies. Alors là, regardez, vous avez une opacité qui est comment? Au niveau de c'est-à-dire la localisation, elle est localisée paracardiaque droite, ou alors à projection hilaire droite. Alors, je vous dis que c'est une opacité maligne. Qu'est-ce qui peut témoigner de cette opacité? La spéculation. De critères on dit. Spéculer, c'est surtout les spéculations. Alors il faut toujours vérifier l'ascension de la coupole diaphragmatique qui témoigne de la traction de la trachée. Ça témoigne du fait que c'est-à-dire l'opacité, elle est d'allure rétractile. Ça témoigne aussi du caractère malin. Donc spéculation et la trachée, la traction.
la traction. Alors là, regardez, vous avez une opacité latérocardiaque, latérotrachéale, pardon, ou la sous-claviculaire interne. Alors si une opacité sous-claviculaire interne, il va falloir savoir est-ce qu'elle est antérieure ou alors postérieure. Alors si elle dépasse la clavicule en haut, elle est postérieure. Si elle s'arrête au niveau de la clavicule, alors elle est antérieure. Pardon? Alors, le profil pour une opacité, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Alors, le profil, si vous avez une opacité du lobe moyen, le profil, ça peut témoigner, ça peut vous aider énormément. Mais dans ce cas-là, il faut vérifier juste, il faut que les apex soient bien dégagés dans ce cas-là pour que vous puissiez identifier si l'opacité, elle dépasse la clavicule ou là. Alors, la même chose, si elle dépasse le diaphragme en bas, ou alors si elle s'arrête là, donc c'est une masse, si elle s'arrête, si elle dépasse, c'est une masse abdominale, si elle s'arrête au niveau du diaphragme, c'est une masse thoraco-abdominale. C'est le signe du défilé thoraco-abdominal. Alors le signe de la convergence des îles, je vous ai montré tout à l'heure, alors je vous ai demandé justement comment vous allez pouvoir faire la part entre une opacité d'allure vasculaire qui se projette au niveau du île et d'autres origines. C'est ce qu'on appelle le signe de la convergence hilaire. C'est-à-dire si vous avez les travées de l'opacité qui passent à travers ou alors qui traversent l'opacité à projection hilaire, c'est que c'est une opacité qui est d'origine vasculaire. Si vous avez les travées qui ne dépassent pas l'opacité à projection hilaire, ça veut dire que c'est une opacité d'allure vasculaire. Alors là, quand je parle de travées, je parle de ça. Si vous n'arrivez pas à les voir au sein de l'opacité et qu'ils s'arrêtent à ce niveau-là, c'est très probablement d'origine vasculaire. Alors si vous arrivez à les voir, alors c'est une opacité non vasculaire, soit des ganglions ou alors bronchique. Alors si elle s'arrête, c'est vasculaire. Si ça s'arrête, ça veut dire qu'il y a le même contenu qui passe là ou qui passe au niveau des travées. Si elle traverse, ça veut dire qu'elle n'est pas non vasculaire. Alors, professeur, s'il vous plaît, il nous reste juste 2 minutes avant d'arrêter, donc je suis désolée, on doit... Alors je passe, on dirait quelques... Alors, on interprète rapidement. Vous voyez quoi? Le pneumothorax. Qu'est-ce qui en témoigne? Voilà, hyperclarté avasculaire limitée par le moignant. Alors là, fini, l'anomalie. Opacité latéraux-hilaire gauche, qui est quand même polycyclique, hein, ça peut témoigner c'est une opacité à projection hilaire justement, polycyclique, ça peut témoigner d'adénopathie. Alors, adénopathie, mais là c'est bilatéral et c'est non compressif. Vous arrivez à identifier c'est non compressif. Quand est-ce que vous allez avoir des opacités bilatérales et non compressives? Sarcoïdose. Hémithorax opaque, évident. Et là? Emphysème. Alors, qu'est-ce qui témoigne de l'emphysème chez ce patient? L'aspect du cœur au schnacher. C'est plus illustratif. Exactement, l'aplatissement des deux coupoles. Et là, regardez, vous avez ce qu'on appelle des opacités arciformes. Ça peut témoigner d'une bulle d'emphysème, des opacités très fines. Il a une bulle, ce qu'on appelle les opacités arciformes. Ça peut témoigner d'une bulle d'emphysème. Pleurésie, là. C'est un aspect en lâcher de ballon. Regardez, vous avez des opacités multiples, de taille vraiment différente. Ça témoigne beaucoup plus. C'est un aspect en lâcher de ballon. Oui.
Alors, qu'est-ce qui témoigne du caractère malin? Spéculer, et vous avez l'ascension de la coupole diaphragmatique justement. Alors là, on peut s'aider d'un cliché de profil, c'est important parce que la partie de la coupole diaphragmatique, ça peut témoigner d'une compression du lobe moyen. Et le lobe moyen, vous allez pouvoir l'identifier mieux. Vous allez pouvoir l'identifier mieux avec le cliché de profil. Pardon. C'est quoi? Ça peut être des kyssidatiques, mais ça doit être des kyssidatiques rompus et multiples. Hein? C'est quoi comme, c'est-à-dire comme analyse sémiologique? Comment vous allez analyser? C'est quoi? C'est des excavations. C'est des excavations multiples. Alors, quelles sont les pathologies? Alors, la tuberculose. S'il est fébrile, vous pouvez évoquer une tuberculose. L'aspergillose, c'est l'image en grelot, c'est opacité excavée multiple. Des kyssidatiques rompus multiples. Tumoral. Oui, des abcès, ça doit contenir aussi des niveaux horizontaux. Oui. Les pneumo-alpha. Alors, la maladie de Wegener aussi, elle peut donner des opacités excavées, surtout chez un sujet jeune, avec une atteinte ORL ou alors rénale, etc. Une maladie de Wegener aussi, elle peut donner ces aspects. Là, c'est quoi? Oui, c'est des foyers de pneumonie ou alors de pneumopathie multiples. Ça peut témoigner de quoi? Fin je fais les pneumopathies. Vite. Aspect de pneumopathie basale, bilatérale, multiple. Et fin y a l'anomalie. Axillaire, c'est une opacité axillaire qui est comment? Oui, d'allure pleurale. Hein? Enquistée, ça peut témoigner d'une pleurésie. C'est ce qu'on appelle l'aspect en D majuscule. Ça peut témoigner d'une pleurésie enquistée. Pardon. Et là, pleurésie, il faut voir. Et ça? L'âge qui s'y date. Il n'y a pas que le niveau, mais regardez, l'aspect de membrane flottante, l'aspect en nénuphar. Là, c'est un kystidatique rompu. Là. Alors, professeur Hind, je suis désolée, on est obligé d'arrêter là, parce que on est à court de temps. Oui, ça peut être, mais là, je mets la différence avec l'opacité axillaire l'autre. Elle dit que c'est une opacité de type pleural, je suis parfaitement d'accord. Alors, chauffe, pour pouvoir identifier si l'opacité elle est de type pleural ou parenchymateuse, on se réfère toujours aux angles de raccordement. Alors, elle dit un angle de raccordement obtus et un angle de raccordement aigu, c'est-à-dire elle est parenchymateuse avec une composante pariétale très probablement. Donc, c'est une tumeur pariétale avec un envahissement pulmonaire ou là le contraire, une tumeur pulmonaire avec un envahissement de la plèvre et de la paroi thoracique. Il y a la différence même. Par contre, comme elle a l'aspect vraiment, il est typique et elle a des angles de raccordement obtus, on n'a pas douté que c'était une opacité de type pleural. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, professeur, pour la présentation.